Comme un imparfait inconnu, un artiste raté a-t-il pu devenir l'une des figures les plus destructrices de l'histoire? C'est la question vertigineuse qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors, regardons ça de plus près. Le contraste est absolument saisissant. D'un côté, en 1910, on a un jeune homme à Vienne, sans un sou, qui dort dans des refuges. 30 ans plus tard, ce même homme est le maître quasi absolu du continent européen. Comment un tel gouffre a-t-il pu être franchi? C'est ça qui est fou. C'est vraiment la question centrale de toute cette histoire. Comment passe-t-on de l'échec personnel le plus total à une tyrannie qui va entraîner la mort de millions et des millions de gens? C'est ce cheminement qu'on va essayer de comprendre. Pour essayer de comprendre, il faut forcément revenir au tout début. Retour à Vienne, au début du XXe siècle, là où les graines de son idéologie ont été plantées dans un terreau de frustration et de ressentiment. Sa jeunesse est une accumulation d'échecs cuisants. Il quitte l'école sans aucun diplôme. Il tente l'Académie des Beaux-Arts de Vienne et il est recalé. Non pas une, mais 2 fois. Il se retrouve à la rue, à vivre dans des foyers pour hommes, à vendre des petites aquarelles pour survivre. Et toute cette humiliation, ça nourrit une colère sourde contre une société, une élite qui, selon lui, refuse de reconnaître son soi-disant génie. Et cet échec, pour lui, c'est pas juste un petit revers, c'est un véritable traumatisme. Dans son propre livre Mein Kampf, il écrit que c'était le pire moment de sa vie. C'est dire à quel point cette humiliation personnelle a été fondatrice dans sa vision du monde et dans la haine qu'il va développer. Et puis arrive un événement qui va tout changer pour lui. La Première Guerre mondiale éclate. Pour ce jeune homme sans but, sans avenir, la guerre va devenir une raison de vivre. Elle va littéralement le forger. Pour quelqu'un qui n'avait connu que le rejet, l'armée, c'est une révélation. Il s'engage comme volontaire et pour la première fois, il trouve un but, une camaraderie, un cadre. C'était un soldat courageux, il faut le dire. Et c'est là qu'il obtient sa toute première reconnaissance, la Croix de Fer. Pour ce jeune homme qui n'était personne, c'était absolument capital. Sauf que l'Allemagne perd la guerre. Et pour Hitler, c'est un choc terrible, inacceptable. Alors comme beaucoup d'Allemands, il va se réfugier dans une théorie du complot, un mensonge toxique, le fameux mythe du coup de poignard dans le dos. L'idée, l'armée allemande, invaincue, aurait été trahie de l'intérieur. Et très vite, le coupable idéal est tout trouvé, ce sont les Juifs. Après-guerre, il reste dans l'armée, qu'il emploie comme agent de propagande. Et un jour de 1919, on l'envoie surveiller un groupuscule d'extrême droite. Et là, dans cette petite réunion, il va découvrir son seul, son unique et terrifiant talent. Il prend la parole et il captive son auditoire. Il vient de trouver sa vocation. Canaliser la colère et l'humiliation des Allemands en la dirigeant contre un seul ennemi. Alors voilà, maintenant qu'il a trouvé sa voie, Hitler va commencer son ascension. Une ascension méthodique, opportuniste, qui va le mener des bas-fonds de la politique munichoise jusqu'au sommet de l'État allemand, en exploitant toutes les failles d'une démocratie fragile. Sa première tentative, en 1923, c'est un coup d'État raté, le fameux putsch de la brasserie. Ça l'envoie en prison. Mais Hitler est malin, il apprend de ses erreurs. Il se sert de son procès comme d'une tribune et profite de sa détention pour écrire son manifeste, Mein Kampf. À sa sortie, la stratégie a changé. Fini les coups de force, il va utiliser les règles de la démocratie pour la détruire de l'intérieur. Et ça va marcher. Le 30 janvier 1933, il est nommé chancelier. Mais alors comment est-il passé d'un parti groupusculaire à la plus grande force politique du pays? La réponse tient en un mot, la crise. Regardez bien, en 1928, les nazis s'appellent 3% des voix. Et puis c'est le crash de 1929, la Grande Dépression. Chômage de masse, misère, désespoir. Et là-dessus, Hitler arrive avec des solutions simples. Un bouc émissaire clair, et ça prend. En 4 ans, son parti explose et passe à 37%. Une fois au pouvoir, tout va à une vitesse foudroyante. Février 1933, l'incendie du Parlement sert de prétexte pour liquider les libertés fondamentales. Mars 1933, une loi lui donne les pleins pouvoirs, le Parlement n'est plus qu'une coquille vide. Juin 1934, c'est la nuit des longs couteaux, il fait assassiner ses propres rivaux au sein du parti nazi. En à peine plus d'1 an, la démocratie allemande a cessé d'exister. Maintenant qu'il a le pouvoir absolu, le masque tombe. Le véritable agenda d'Hitler peut se déployer. Il ne s'agit plus de politique, mais de la mise en œuvre d'un projet de conquête et d'extermination raciale. Son idéologie, en fait, elle repose sur 2 piliers qui sont totalement liés. D'un côté, la conquête du Lebensraum, l'espace vital. C'est l'idée de conquérir l'Europe de l'Est pour y installer des Allemands. Et de l'autre, l'obsession de la pureté raciale, qui passe par l'élimination des Juifs. Ces 2 objectifs vont mener tout droit à la Seconde Guerre mondiale et à l'Holocauste. 11 millions, c'est un chiffre qui donne le vertige. En 1942, à la conférence de Wannsee, les nazis planifient froidement ce qu'ils appellent la solution finale. Leur but, l'extermination de la totalité des Juifs d'Europe.
On parle bien de 11 millions de personnes. Ce n'est pas un dégât collatéral de la guerre, c'en est l'objectif central. Et pour y parvenir, ils mettent en place une véritable machinerie industrielle de la mort. D'abord, on parque les Juifs dans des ghettos surpeuplés où ils meurent de faim. Puis, des unités mobiles, les Einsatzgruppen, suivent l'armée et organisent des fusillades de masse. Et enfin, l'horreur absolue, la construction de camps d'extermination, de véritables usines à tuer, comme Auschwitz, conçues pour le gazage systématique. Un régime construit sur autant de haine et de mort ne pouvait logiquement pas durer. On en arrive donc à l'acte final, un effondrement qui commence par l'arrogance militaire et qui se termine dans un bunker sous les décombres de Berlin. Pendant un temps, Hitler a cru à sa propre légende. Après avoir conquis l'Europe, il se voyait comme un génie militaire. Et puis, il y a eu Stalingrad. La défaite monumentale de son armée en 1943, ce n'est pas juste une bataille perdue. C'est le moment où le mythe de l'invincibilité nazie se brise. C'est le début de la fin. Ces derniers jours, reclus dans son bunker, nous montrent un homme totalement déconnecté de la réalité. Isolé, bourré de médicaments, il passe son temps en crise de rage, accusant ses généraux de tous les maux. Dans un dernier geste de folie destructrice, il ordonne même que l'Allemagne soit entièrement détruite. Finalement, il épouse sa compagne Eva Braun, quelques heures à peine avant leur suicide commun. Et jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, il n'y aura aucun regret, aucune remise en question. La preuve, c'est son testament politique. Ces derniers mots écrits sont pour exiger, encore et toujours, une opposition sans pitié à ce qu'il appelle la juiverie internationale. Il n'a absolument rien appris. Et c'est là-dessus que l'histoire d'Hitler s'achève. Mais elle nous laisse avec une question qui, elle, reste terriblement actuelle. On a vu que son ascension s'est nourrie du ressentiment, de l'humiliation, d'une crise économique et d'une idéologie de haine. La question qui demeure, c'est quels sont les signaux d'alarme qui doivent nous alerter quand le désespoir d'une nation risque de transformer un inconnu en monstre ?